Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger avec vous un exercice très intéressant qui porte sur la continuité, sur la dérivabilité, sur le lemme de Rolle. C'est un exercice qui est très intéressant, accessible. Les deux premières questions le sont, la troisième l'est un peu moins. Je vous invite, évidemment, si vous avez vu le cours sur la dérivabilité, la continuité, sur le théorème de Rolle et sur le théorème des accroissements finis, j'ai publié beaucoup de vidéos à ce sujet, j'ai publié aussi beaucoup d'exercices, donc n'hésitez pas à aller voir. Évidemment, si vous voulez faire l'exercice, n'hésitez pas à mettre à n'importe quel moment sur pause la vidéo, essayez de faire par vous-même l'exercice et puis comparer ce que vous aurez trouvé avec ma correction vidéo et me dire en commentaire si vous avez bien réussi. Si les amis, vous appréciez ce format de vidéo, si vous appréciez le travail qui est fait sur cette chaîne, mes explications et ma démarche pour corriger les exercices ou pour expliquer les cours, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas également, si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif, pour véritablement travailler sur vos difficultés ou pour vous aider à vous améliorer, à améliorer votre niveau. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com. Je propose des cours particuliers qui sont individuels, également des cours collectifs en petits groupes, dont les tarifs sont plus accessibles. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Je propose également des stages de remise à niveau thématiques. Par exemple, mon dernier stage était autour des sommes, toutes les techniques de calcul de sommes, sigma, etc., le télescopage, etc., tout ce qu'on peut imaginer sur les sommes. J'ai proposé un stage à cet effet. C'est un stage qui se fait sur Zoom généralement avec un nombre réduit d'élèves globalement et dont le prix est également accessible. Donc si vous voulez des informations concernant ce stage, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter aussi où je vous informe de mes prochaines activités, mes publications de vidéos, etc. ainsi que mes conseils. Et donc on va commencer la résolution de cet exercice que je vous invite évidemment à faire comme je l'ai dit initialement et à mettre la vidéo sur pause pour ensuite regarder la correction si vous avez essayé. Donc ici dans l'exercice qu'on va faire, on se propose d'étudier justement une fonction f qui est une fonction continue et dérivable sur R+. Donc elle est définie dérivable sur 0 plus infini, sachant que f' de 0 égale à f de 0 égale à 0. Donc le nombre dérivé en 0 est égal à l'image de 0 par la fonction f est égal à 0. On définit une fonction phi, qui est une fonction auxiliaire en fait, telle que phi de 0 égale à 0, phi de x égale f de x divisé par x pour x différent de 0. Il faut qu'on étudie la fonction phi sur R+, en fait en particulier il faut étudier la continuité de phi sur R+. Donc la fonction phi c'est une fonction qui est définie par morceau, d'accord, pour quel que soit x appartenant à R étoile, plus, donc pour tout x non nul, phi de x est f de x divisé par x. Si il arrive que x soit égal à 0, et bien dans ce cas, effectivement, phi de 0 est égal à 0. Donc il faut qu'on étudie la continuité de la fonction sur l'intervalle en 0, tout simplement. Donc correction. Alors, pour la correction, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on procède? Donc, on considère phi, donc défini par, donc je vais faire petit 1, hop, phi défini par, on considère la fonction phi, alors je vais écrire bien comme il faut, on considère la fonction définie par phi de x égale f de x divisé par x, x différent de 0, et phi de 0 est égal à 0. Alors, phi est défini par morceau. Ça veut dire qu'en fait, on a deux définitions. Donc, pour étudier la continuité de phi en 0, il suffit d'étudier la limite, il suffit
d'étudier la limite, il suffit d'étudier la limite de f, il suffit d'étudier la limite de phi en 0. Donc, je vais essayer de voir si la fonction phi est continue en 0, ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers 0, de phi de x, ça va être phi de 0, naturellement. Donc, la limite de phi de x lorsque x tend vers 0, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x divisé par x, n'est-ce pas? Ok. Et en fait, cette limite-là, lorsque x tend vers 0, évidemment, c'est un 0+, puisque je suis défini sur 0 plus infini, c'est f de x moins f de 0, puisque ici, vous remarquez bien dans l'énoncé que f de 0 est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, je peux mettre moins f de 0, et je divise par x moins 0, d'accord? Donc, cette limite-là, en fait, ça représente quoi? Finalement, si vous faites f de x moins f de a sur x moins a, c'est le nombre dérivé en 0, c'est f' de 0. Donc, comme f' de 0 est égal à 0 aussi, eh ben, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que la limite lorsque x tend vers 0 de phi de x est égale à 0, qui est aussi égal à phi de 0, n'est-ce pas? Parce que phi de 0 est égal à 0. Par conséquent, phi est défini et continu en 0, d'accord? Donc, en fait, 0 est un prolongement par continuité de la fonction phi. Donc, c'est continu en 0, tout simplement, puisque la limite, lorsque x tend vers 0, de phi de x est égal à phi de 0. Parfait. Donc, question 2 maintenant, très intéressante aussi. On suppose qu'il existe un a strictement positif tel que f de a est égal à 0. Montrer qu'il existe c supérieur strictement à 0 tel que la tangente au point d'abscisse c passe par l'origine du repère. Donc, il existe un a strictement positif tel que f de a est égal à 0. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire ici? Alors, la première chose qu'on va remarquer ici, c'est que comme f de a est égal à 0, phi de a est égal à 0 aussi, hein, d'accord? Donc, ça c'est la première chose qu'on remarque, parce que, souvenez-vous, on est en train de résoudre un exercice qui est du format problème, en général, donc il faut essayer d'utiliser la question précédente pour cette question. La seule chose qu'on peut tirer du fait que de l'existence de ce petit a qui est strictement positif et qui vérifie f de a égale à 0, c'est que phi de a est égal à 0 aussi, n'est-ce pas? Comme il existe un a positif pour lequel f de a est égal à 0, alors phi de a, qui est égal à f de a divisé par a, égale à 0 aussi, n'est-ce pas? Très bien, donc ça c'est aussi 0. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc d'autre part, je sais que phi de 0 est égal à 0, n'est-ce pas? Donc j'ai trouvé deux nombres, un nombre a et un nombre 0, qui sont égaux, n'est-ce pas? D'où phi de a est égal à phi de 0. Égal à 0, évidemment. Donc ça d'une part. D'autre part, si on considère l'intervalle 0a, d'accord? Considérons l'intervalle 0a, d'accord? Phi est continu, c'est une fonction qui est continue sur 0a fermé, dérivable sur 0a ouvert, d'accord? C'est une fonction qui est continue sur 0a fermé, dérivable sur 0a ouvert, n'est-ce pas? Donc, on peut appliquer le théorème de Rolle. Donc, d'après, et en plus, donc je vais encore le souligner, hein. De plus, phi de a est égal à phi de 0, n'est-ce pas? Donc, alors, d'après le lemme de Rolle, qu'est-ce qu'on peut écrire? D'après le lemme de Rolle, eh bien, on peut écrire que il existe un C appartenant à 0A tel que phi prime de C est égal à 0, n'est-ce pas? Par ailleurs,
phi prime de x, la dérivée, donc phi est dérivable évidemment, et que je l'ai dit, phi prime de x, c'est quoi? C'est f de x divisé par x prime, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait f prime de x fois x, moins f de x fois x prime, donc f de x fois x prime étant égal à 1, ça fait moins f de x tout simplement, divisé par x au carré. C'est ça f prime de x. Donc, phi prime de c est égal à 0, équivaut à quoi? Équivaut à f prime de c fois c, moins f de c, divisé par c au carré égale à 0. Donc, comme c, ici, évidemment, il est non nul parce que c appartient à l'intervalle ouvert 0c, donc, f' de c fois c moins f de c est égal à 0, d'accord? Ok, donc on arrive à démontrer l'existence d'un c qui vérifie ça. C'est quoi la question initialement? Il nous faut démontrer que la tangente au point d'abscisse C passe par l'origine du repère. Ça passe par l'origine du repère. Donc, c'est quoi l'équation de la tangente? Alors, par ailleurs, ou d'un autre côté, d'autre part, si vous exprimez la tangente, d'autre part, la tangente à la courbe de f, au point d'abscisse, par ailleurs, la tangente, d'autre part, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse C, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse C, c'est quoi? Eh bien, s'exprime donc à une équation qui s'exprime, bien sûr, ce n'est pas la tangente qui s'exprime, mais c'est son équation, la tangente à la courbe de f au point d'abscisse C a une équation. L'équation suivante, c'est y égale f' de c, facteur de x moins c, plus f de c, n'est-ce pas? Ça, c'est l'équation de cette tangente, d'accord? Alors, est-ce que cette tangente passe par 0 par le point d'origine, par l'origine du repère? Alors, pour le point d'abscisse, donc on va chercher l'ordonnée du point d'abscisse 0. Si on trouve que c'est 0, ça veut dire que ce point-là, il appartient à cette tangente-là. Ça veut dire que l'origine du repère appartient à l'origine. Alors, cherchons l'ordonnée du point d'abscisse 0 appartenant à cette tangente, n'est-ce pas? À cette tangente. Oups. Donc, il suffit de remplacer x par 0, n'est-ce pas? Parce que l'abscisse est égale à 0. Il suffit de remplacer x par 0, n'est-ce pas? Il suffit de remplacer x par 0. Du coup, le y correspondant est égal à quoi? À f' de c fois, donc 0 moins c, ça fait moins c, plus f de c, n'est-ce pas? Donc y égale à moins c f' de c plus f de c. Ok, donc par ailleurs, comme je sais ça, comme j'ai démontré que ce f' de c fois c moins f de c égale à 0, d'accord? Ça, je vais l'appeler étoile. D'après étoile, donc d'après étoile, l'équation étoile en fait ici, d'après étoile, c fois f' de c moins f de c est égal à 0. C fois f' de c moins f de c est égal à 0. Donc l'inverse qui est ça c'est l'inverse en fait, c'est égal à 0. D'où y est égal à 0. Donc le point de coordonnées 0, 0, l'origine du repère, donc O qui a comme coordonnées 0, 0, origine du repère, appartient
à la tangente. Cette droite, c'est la tangente, en fait, à la courbe de f au point d'abscisse, C. Alors, les amis, si vous voulez retrouver ces supports sur lesquels j'écris pour les vidéos, je vous informe que vous pouvez les trouver sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à mon compte Instagram, mathfelix.fr. Vous trouverez le lien en description. Et je publie les corrections que je fais en live dans ces vidéos-là, YouTube. Vous pouvez accéder au format que j'écris, tout simplement. Et vous pouvez enregistrer ces publications Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Voilà les amis. Alors je ne sais pas si c'est clair ici pour ce qui est de ce raisonnement, mais je trouve que c'est super intéressant. La question est très intéressante, le raisonnement est très utile. Donc n'hésitez surtout pas à voir et revoir si jamais vous n'avez pas bien compris, ou mettre sur pause, essayez de refaire mon raisonnement par vous-même. La question 3 est décidément la plus intéressante ici, parce que, justement, elle nous demande de faire quoi? Cette question 3 nous demande de démontrer la même chose, enfin, d'essayer de voir si on a le même résultat, à savoir que le même résultat que la question 2, en substituant la condition de la question 2, c'est-à-dire l'existence d'un A pour lequel f de A égale à 0, par cette information, donc cette double information, f de 1 égale 1, f' de 1 égale à 0. N'hésitez pas les amis à mettre sur pause, à essayer de faire par vous-même, d'essayer de creuser, parce que c'est vraiment comme ça que les informations s'impriment quand vous avez essayé, que vous ayez échoué ou réussi, peu importe, le plus important c'est de chercher par vous-même. Et donc ici, montrer le résultat si on remplace l'hypothèse, il existe A strictement supérieur à 0, tel que f de A égale à 0, par f de 1 égale à 1, f' de 1 égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette information? 3. Donc, on suppose ici quoi? On suppose que on suppose ici que f de 1 égale à 1, f' de 1 égale à 0. f' de 1 égale 0. C'est ça qu'on suppose en fait. f de 1 égale 1, f' de 1 égale à 0. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette information-là pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence ici? Ok, donc f de 1 égale 1, déjà on peut déduire, première chose qu'on peut déduire ici, c'est que phi de 1, c'est f de 1 divisé par 1, ça nous fait 1, ça fait f de 1, donc ça fait 1 tout simplement. Donc ok, bon, phi de 1 n'est pas égal à phi de 0, donc je ne peux pas appliquer le rôle ici. Ok, bon, ça c'est la première chose que je peux faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire aussi? Ben, je peux, comme phi' de x, on a déjà calculé la dérivée, phi' de x, on avait dit que c'était combien? C'était quoi? C'était f' de x, fois x moins f de x sur x carré. Donc f' de x fois x moins f de x sur x au carré. Alors, je peux calculer aussi phi' de 1. Phi' de 1, c'est f' de 1 du coup moins f de 1 sur 1 au carré, ça fait 1. Donc phi' de 1 est égal à quoi? Phi' de 1, c'est f' de 1, c'est 0, donc 0 moins f de 1 qui est 1, donc ça fait moins 1 en fait ici. Ok, bon. Alors on va voir déjà la première chose, la première conséquence de cette hypothèse, à savoir que f de 1 est égal à 1 et que f' de 1 est égal à 0, ce sont le calcul de phi de 1 et de phi' de 1. Alors dans quelle mesure ça va pouvoir nous servir? Alors déjà les amis, comment ça peut nous servir? Ben, regardez bien, phi' de 1 égale à moins 1. Par ailleurs, c'est quoi phi' de 1? Par ailleurs, phi' de 1, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de quoi? De phi de x moins phi de 1 sur x moins 1, n'est-ce pas? Donc ça, c'est égal à moins 1, n'est-ce pas? Puisque phi' de 1 égale à moins 1 par ailleurs. Ok,
Alors, je sais que phi de 1, on l'a calculé, c'était C1, donc ça signifie quoi? Ça signifie que la limite lorsque x tend vers 1 de phi de x moins phi de 1 qui est égal à 1, en fait, sur x moins 1 est égal à moins 1, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie qu'en fait, du coup, que... alors, la limite lorsque x tend vers 1 de phi de x moins 1 sur 1 moins x est égal à 1. Alors là, c'est très simple. Comme ça, c'est moins 1. Si vous faites la moins ici, vous faites un signe moins, ça va faire plus ici. D'accord? Mais du coup, la limite, si vous la faites entrer le signe moins ici sur cette limite, le x moins 1 qui est là, je peux impacter le signe moins sur le x moins 1, ça va devenir moins x plus 1. Donc ça nous fait 1 moins x. D'accord? Ok. Où est-ce que je veux en venir? Eh ben, je veux en venir que quand vous avez la limite d'une fraction qui est égale à 1, ça veut dire que le numérateur est équivalent au dénominateur lorsque x tend vers au voisinage donc ici de 1. Donc on peut écrire, d'où on peut écrire phi de x moins 1 ici est équivalent à 1 moins x lorsque x tend vers 1. Donc je vous renvoie à cette notion d'équivalence. Donc deux fonctions sont équivalentes si la limite en un point, au voisinage d'un point ici sur 1, si la limite du quotient, de la fraction entre les deux, eh bien, est égale à 1. Ok, très bien. Donc phi de x moins 1, c'est équivalent à 1 moins x lorsque x tend vers 1. Ok. Comment je peux exploiter cette information précieuse que je viens de démontrer? Comment est-ce que je peux me baser sur ça pour pouvoir avancer? Donc ici, les amis, le plus important, c'est, puisque phi de x moins 1 est équivalent à 1 moins x lorsque x tend vers 1, qu'est-ce que je peux dire? On peut dire que, alors, on a donc phi de x moins 1 qui est du même signe que 1 moins x au voisinage de 1. D'accord? Du même signe que 1 moins x au voisinage de 1. Donc, en particulier, pour x qui est au voisinage de 1, alors, si x est inférieur à 1, n'est-ce pas? Ça veut dire que 1 moins x est positif, n'est-ce pas? En particulier pour x au voisinage de 1, pour x au voisinage de 1, x inférieur strictement à 1, on a phi de x qui est comment? Parce que, vous voyez bien, si x est inférieur à 1, ça veut dire que 1 moins x est positif, ça veut dire que phi de x moins 1 est positif, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont équivalents. Donc ça veut dire que phi de x ici est strictement supérieur à 1, n'est-ce pas? Phi de x est supérieur à 1. Ok? Donc pour x inférieur à 1, phi de x est supérieur strictement à 1. Donc les amis, pour x inférieur à 1, donc ça veut dire, puisque phi de x est supérieur à 1, ça veut dire qu'il existe, alors il existe un x0, un élément qui appartient à 0,1, n'est-ce pas? Parce que x est au voisinage de 1 tout en étant inférieur à 1. Donc, phi de x est positif supérieur à 1, donc il existe un x0 qui appartient à 0,1 pour lequel phi de x0 est strictement supérieur à 1, n'est-ce pas? Donc, puisque si x est au voisinage très proche de 1 tout en étant inférieur à 1, phi de x, quand il est trop proche de 1 en étant inférieur, phi de x est supérieur à 1. Donc ça veut dire qu'il existe un x0 qui appartient à 0,1, il existe un x0 qui appartient à 0,1 pour lequel phi de x0 est strictement supérieur à 1. Ok,
Très bien. D'autre part, comme phi de 0 est égal à 0, d'accord? Comme phi de 0 égale à 0, alors qu'est-ce qui se passe? Comme phi de 0 égale à 0, donc phi de 0 égale à 0, phi de x0 c'est supérieur à 1. Donc il existe forcément, comme phi est continu, un nombre c pour lequel, enfin un nombre c, un nombre a pour lequel phi de x, phi de a est égal à 0, n'est-ce pas? Phi de 0 est égal à 0, et phi de x0 dépasse le 1, d'accord? Donc il va y avoir à un moment donné, donc phi, bon, c'est pas forcément toujours croissant, mais en tout cas c'est 0 ici, et ça dépasse à un moment donné 1. Donc il va y avoir forcément un moment donné où phi, il existera un petit a pour lequel phi de a est égal à 1, d'accord? Voilà, petit schéma qui explique rapidement ce que je vais écrire. Donc, comme phi de 0 égale à 0, phi est continu, d'accord? Comme phi de 0 égale à 0, phi est continu, d'accord? Sur 0x0, phi est continu sur 0x0, et que phi de x0 est supérieur à 1, donc il existe A, qui appartient à quoi? Il existe un A qui appartient à 0x0 tel que phi de A est égal à 1, d'accord? Très bien, donc qu'est-ce qu'on a prouvé? Qu'il existe A pour lequel phi de A est égal à 1. Et on a phi de 1 qui est égal à 1 aussi, n'est-ce pas? Phi de 1 qui est égal à 1. On a aussi phi de 1 égale à 1. Donc, on va étudier la fonction sur l'intervalle A1, d'accord? Parce que petit a est inférieur à x0, x0 est au voisinage de 1, donc tout en étant inférieur. Donc, on applique le théorème ou le lemme de Rolle sur l'intervalle A1, d'accord? Donc, vous faites exactement comme j'ai fait à la question 2. Phi est continu sur A1, dérivable sur l'intervalle ouvert A1, et phi de A égale phi de 1, et les deux en l'occurrence sont égaux à 1. Donc, d'après le théorème, d'après le lemme de Rolle, il existe C qui appartient à A1 tel que phi' de C est égal à 0, et vous reprenez tout le raisonnement de la question 2, en fait. Tout le raisonnement de la question 2 est valable ici, donc vous exprimez l'équation de la tangente. Évidemment, l'équation de la tangente, effectivement, elle passe par le point, l'origine du repère, quoi. Donc, le reste du raisonnement est symétrique et similaire à celui de la question 2. Donc de la question 2. Voilà les amis. J'espère que mon raisonnement est clair. J'espère que cette troisième question qui n'est pas du tout intuitive, que vous allez la comprendre. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à revoir mes explications, essayez de rationaliser avec une feuille, un stylo. C'est le meilleur moyen d'arriver à comprendre et d'arriver à assimiler la méthodologie, parce que c'est une méthode qui peut être employée dans d'autres exercices. Si vous avez apprécié la vidéo les amis, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner
à commenter, liker et partager évidemment. Et si vous ne l'êtes pas déjà, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des sorties des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Vous trouverez la description, en description les liens. N'hésitez pas également à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com si vous désirez un cours individuel ou collectif sur Zoom ou Skype. N'hésitez pas également à m'écrire si vous êtes intéressé par un stage de remise à niveau, d'approfondissement sur des notions spécifiques que j'organise régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, vous trouverez le lien en description, et également me suivre sur Telegram, puisque j'ai un canal Telegram aussi sur lequel je partage mes conseils, mes publications, mes nouveautés. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.